Donc bonjour Olivier, Bonjour. je suis ravie d'être avec toi ce matin, près de 30 ans plus tard, puisque nous étions ensemble, dans nos premières années chez Xerox. Et je voudrais commencer par te poser la question que je pose à tout le monde, c'est-à-dire quels sont les domaines d'expertise sur lesquels tu peux aujourd'hui partager avec un jeune, puisque tu m'as fait le plaisir d'être parmi nos pros prépa Vita. Alors, moi, j'ai essentiellement travaillé, voire exclusivement travaillé dans un environnement B2B. Donc, tout ce qui va être commerce, management, entrepreneuriat et tout cela dans un environnement à la fois multinational dans un premier temps et un environnement PME dans un second temps. Donc, on va dire un spectre assez large en termes d'environnement. D'accord. Et en management, en précisant un petit peu, est-ce que Alors, c'est… Ouais. management essentiellement commercial dans un premier temps. Et puis management plus large en tant que directeur général aujourd'hui sur des métiers plus larges par définition, puisqu'on est sur du multimétier, donc aussi bien du technique que du commerce. Ouais, rappelle-nous l'ensemble des métiers que couvre le Alors groupe. aujourd'hui, on est sur des activités bureautiques, donc tout ce qui est print, tout ce qui est transformation digitale, donc dématérialisation pour nos clients, et puis deux autres grandes activités que sont l'informatique, avec des sujets évidemment au cœur de l'actualité, comme tout ce qui est cybersécurité et également tout ce qui est télécom. Très bien. Pour Vous les avez principes. combien de personnes dans le groupe? On est 270 et on est sur 14 sites et il y a une vingtaine de sociétés, une vingtaine de PME qui composent le groupe. D'accord, très bien, très clair. Alors, quelle expérience professionnelle a été pour toi la plus enrichissante? Alors pour moi, il y en a eu deux. Premièrement, c'est le passage du commerce au marketing, qui n'était pas très naturel, mais ce qui est propre à une multinationale où on va dire on switch d'un métier à l'autre assez régulièrement si on en a l'envie. Donc après 9 ans de carrière commerciale et de management, le marketing, et donc ça a été surtout la découverte de capacités créatives et d'innovation que je n'imaginais pas. Et en fait, un goût très prononcé qui venait répondre finalement à une forte curiosité que j'ai naturellement. Et c'est sûr que ces sujets-là, j'ai envie de dire, c'est soi qui finalement définit ce qu'on met dedans. Et là, pour le coup, le champ d'action est très large et j'ai pu vraiment m'éclater et me découvrir des compétences sur ce domaine. Donc ça, c'est pour le marketing. Dans quel cadre tu es passé de la fonction commerciale à… C'était chez Xerox. Je suis passé du management au marketing sur toute la gamme de production des produits de professionnels, on va dire, de presse. Donc voilà. Et puis la deuxième. Le terrain et le marketing a décidé que tu allais pouvoir… Exactement. Voilà. ta connaissance du terrain qu'ils n'ont pas toujours, les marketeurs. Exactement. Et c'est vrai que c'est un switch intéressant et où on peut mettre en effet en œuvre ce qu'on a pu voir sur le terrain pour avoir finalement une meilleure adaptation entre la conception produit ou on va dire le marketing institutionnel qui vient pour le coup des États-Unis et quelque chose de plus opérationnel par rapport au marché français en l'occurrence. Donc voilà. Et la deuxième expérience, c'était le passage d'une multinationale à un groupe multi-PME, où là évidemment on passe d'un environnement on va dire assez politique, assez très 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 organisé, très très structuré, à quelque chose de beaucoup plus réactif, où il faut avoir une capacité de décision immédiate, réactif, multitâche. Et là, ça donne écho aussi à ce que je disais précédemment sur la notion de curiosité. La notion de multitâche, elle est permanente. Il n'y a pas quelqu'un qui est responsable pour chaque tâche. Donc, il faut savoir switcher de l'une à l'autre, que ce soit alors à mon niveau qui est un peu plus élevé en tant que DG, ça peut aussi bien aller de la R&D que la formation, que sur le rachat d'une société, enfin voilà, c'est vraiment très très large. Et ça, c'est vrai que c'est possible dans le monde de la PME, c'est évidemment moins possible dans le monde de la multinationale où chacun a un rôle plus défini. Voilà. Mais les deux sont très intéressants. Très clair. Et alors, dans toute cette carrière, quel a été le plus grand challenge auquel tu as fait face et qu'en as-tu retiré? Alors, le plus gros challenge, il est assez récent. C'est le cadre d'une reprise de société à la barre du tribunal de commerce, où en fait, on doit allier deux phénomènes. Il y a une forme de création d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans une création d'entreprise, mais on n'en est pas loin. Mais tout ça en mode très, très, très accéléré, avec un niveau de pression psychologique très, très fort, puisqu'il y a à la fois la notion des collaborateurs, et j'ai envie de dire chacun, s'intéresse à son besoin propre,
Et finalement, son problème à lui, c'est sa priorité. C'est pas obligatoirement la vôtre, mais c'est la sienne. La notion de client, qu'il faut absolument réactiver le plus vite possible, c'est vital pour le succès de la société. Et puis la notion des fournisseurs, qui évidemment ont été échaudés, et donc il faut les rassurer, il faut renouer les contacts. Et donc tout ça dans une notion d'urgence très très forte. Et voilà. Et ça, pour moi, ça a vraiment été une expérience, très intéressante dans la logique de mélanger finalement deux exercices qui potentiellement, normalement, ne vont pas ensemble, c'est-à-dire finalement une forme de création d'entreprise et une forme d'urgence absolue. Voilà, donc c'est un bon exercice. C'est sûr que je le conseille si on est à plein temps, ce qui n'a pas été mon cas. Mais voilà, ça reste une très très belle expérience, humainement très difficile, mais avec la satisfaction de pouvoir avoir réussi à relancer quelque chose de manière collective. Hein. C'est pas un succès personnel, évidemment. Pour faire ça, il faut être plusieurs, et ça reste très intéressant. Et alors, de même que lorsque tu es passé du commercial au marketing, tu t'es découvert des compétences en créativité, etc. Est-ce que là, tu penses avoir développé de nouvelles compétences dans ce cadre-là? Sur cette dernière expérience ? Ouais. Oui, mécaniquement, sur la notion puisque comme on touche absolument à tous les sujets d'une entreprise, ça va aussi bien. Pour l'anecdote, les cartes essence ne fonctionnent plus. Donc le collaborateur, il dit comment je mets de l'essence. Oui. C'est vraiment tous les sujets, absolument tous les sujets auxquels on ne pense même pas. Donc là, c'est vraiment la logique de prioritisation. Et ça, c'est l'expérience aussi qui fait qu'on est plus efficace ou pas. Hein. C'est savoir composer entre les collaborateurs qui sont décisifs et précieux, les clients qui sont ceux qui nous font vivre, et puis les intérêts financiers, où évidemment, on ne sort pas le carnet de chèques pour tous les sujets, sinon c'est très facile, mais on ne va pas très loin. Donc voilà, il faut allier les trois. Voilà. Donc c'est riche. C'est riche, c'est très riche. Ok, très bien. Alors, dans cette belle PME que tu diriges, est-ce que vous recrutez des stagiaires, des alternants et des jeunes diplômés? Et si oui, comment est-ce que vous gérez la courbe d'apprentissage? Alors oui, on recrute évidemment des jobs de commerciaux, puisqu'on est à peu près une centaine de commerciaux sur les trois métiers qu'on compose. Donc aussi bien des commerciaux juniors que des commerciaux plus seniors. Et puis évidemment, tout dépend de l'activité. C'est sûr que sur l'IT, on est sur des commerciaux. Je crois que le dernier qu'on a embauché, alors c'est pas une question d'âge, mais il a 61 ans. C'est juste pour montrer que le niveau d'expérience peut être très 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 avancé. Et évidemment, c'est pas la même chose que pour un commercial qui commence dans la bureautique sur une zone géographique. Donc on a vraiment des extrêmes, mais c'est lié aux compétences, c'est lié au marché. Donc ça, c'est pour la partie commerciaux. On recrute aussi tout ce qui est ingénieur, administrateur réseau. Donc là, c'est plus dans nos métiers informatiques. Cybersécurité aussi, vous mettez Oui, sécurité, bien sûr. Cybersécurité, d'ailleurs, la personne que j'évoquais de 60 ans a fait sa carrière dans la cybersécurité. Donc là, on va chercher de la compétence. Et puis, mais en jeune diplômé ou en jeune sur la cybersécu aussi ou pas? Alors, on peut, oui, bien sûr. Alors, bien sûr, on fait, en général, ils évoluent sur les différents échelons. Ça va être administrateur réseau, ça va être ingénieur expert. Enfin, voilà, ils vont pouvoir suivre un cursus avec nous en fonction de leurs compétences. Mais c'est sûr que c'est des métiers qui sont très demandés. Et on est en perpétuelle recherche d'expertise sur ces métiers-là qui sont, comme je le disais, très demandés. Voilà, donc… Et est-ce que dans le cadre, tu m'as dit que vous fonctionniez beaucoup par croissance externe, est-ce que aussi dans l'aspect finance, vous pouvez recruter des jeunes? Alors, finance, globalement peu, puisqu'on a une direction financière. On essaye de mutualiser les moyens quand on rachète des sociétés. Donc, évidemment, quand on a des compétences, on les garde. Ouais. Mais on a cette possibilité de mutualiser et d'optimiser par rapport au nombre de sociétés. Donc, globalement, c'est plus des opportunités complémentaires dans les boîtes qu'on rachète. Soit une opportunité pour nous d'avoir une compétence qu'on acquiert, soit pour la personne qui est dans cette société de pouvoir étendre son périmètre d'action si elle a de la bande passante. Mais globalement assez peu. Par exemple, on peut chercher un comptable de temps en temps, des choses comme ça, mais c'est… Moi, je pensais plus à l'aspect fusion-acquisition. Non, alors là, c'est le DAF qui gère ça sur la partie analyse de dossier, on ne l'a pas externalisé. Ouais. Et après, il y a le président qui décide. Évidemment, on regarde ce dossier et moi, je m'occupe plus après la partie intégration. D'accord, okay, très bien. On n'a pas de personne dédiée sur ce sujet.
D'accord. Et en moyenne, donc, pour votre pool de stagiaires alternants, c'est combien par an? Pour les stagiaires, Ouais, vous en recrutez ou pas? Stagiaires alors alternants? on multiplie les expériences régulièrement sur les alternants plutôt commerciaux, Ouais. avec différentes écoles, euh, avec des succès, on va dire, variés en fonction des années. Voilà. Il y a des Ouais. années, ça se passe bien, des années, ça se passe moins bien. Vous avez fait des partenariats avec des écoles? Ouais, D'accord. ouais. Globalement, allez, on doit avoir une petite quinzaine d'alternants en commerce. Euh, voilà, c'est à Vous peu près. prenez plutôt des bac+2 ou on est plutôt dans Non, le... on peut prendre des bac+4, bac+5. Après, évidemment, pour être très honnête, pas les écoles obligatoirement les plus prestigieuses, puisque malheureusement, le métier du commerce n'attire pas. C'est une erreur. Moi, j'ai Ce qui est commencé une par... erreur, mais malheureusement, c'est un constat. Donc, je suis pragmatique. Donc, on essaye d'aller là où il y a matière d'avoir des résultats. Ouais, bien Mais sûr. je te rejoins, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas nouveau d'ailleurs. C'est encore plus exacerbé aujourd'hui, mais c'est déjà le cas il y a 30 ans, sans faire les Ah vieux, où le ouais, marketing était ouais, la carrière classique. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la finance ouais. quand on est dans les écoles de commerce. Donc voilà. Le marketing digital plaît aussi, Aussi. parce qu'on touche le client, contrairement au marketing à l'ancienne. Tout à fait, tout à Voilà. fait. C'est vrai que c'est- Donc, Ok, dernière question, puisqu'on arrive à la fin de notre quart d'heure. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a du mal à s'orienter, alors qu'il soit encore en études ou qu'il soit tout juste diplômé? alors, déjà, échanger un maximum avec son entourage pour découvrir des métiers, puisque c'est vrai que avec l'expérience qu'on en discute, on a des amis, on se dit, bah, ils me disent, bah, si j'avais découvert ça dans mon environnement, j'aurais fait médecine. Si j'avais, Ouais. donc c'est vrai que c'est vraiment parler avec un maximum de personnes pour découvrir finalement concrètement c'est quoi le métier, quel qu'il soit. Et c'est vrai que tant qu'on n'y est pas confronté, c'est très abstrait. J'ai moi-même des enfants et c'est pas toujours évident de pouvoir les projeter. Et après, si j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'idée précise, s'il n'y a pas de vocation, je pense que moi, c'est le conseil que je donne à mes enfants, c'est de faire des études généralistes pour finalement se garder un maximum d'ouverture, en espérant qu'avec l'âge, ils vont se découvrir, je vais pas dire une passion, mais en tous les cas, des choses qui les attirent un peu plus. Voilà, donc c'est de pas se fermer de porte. Voilà, c'est mon conseil. Maintenant, après, j'ai pas de prétention Non, non, mais c'est ton conseil que je recherchais. expert sur le sujet. Voilà. Ok, dans ta carrière. Même si les études sont de plus en plus verrouillantes pour finalement, aujourd'hui, pratiquement dès la seconde, ou au moins la première, de déjà définir des plans de formation et déjà de se fermer des portes dès la première. Si je prends. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est sûr que pour des lycéens, c'est pas toujours évident. Pas plus pour des étudiants après, mais voilà. Ok, donc se renseigner, ce qui est questionner. Oui, parler, vraiment essayer de démultiplier les contacts. Bien sûr, notre Avec... principe. Pardon? C'est tout le principe de Prépa Vita, en fait. Donc, je Non, suis mais ravie. c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'on a plus envie de faire des choses quand on sait qu'elles existent ou qu'on sait que ça peut nous plaire que de rester sur quelque chose de très théorique. Et c'est vrai que les salons, etc., c'est un moyen, mais c'est pas obligatoirement des métiers. C'est plus des écoles, des études. Et c'est vrai que Exactement. c'est intéressant de savoir finalement par exemple, qu'est-ce qu'une école d'ingénieur et qu'est-ce qu'on peut faire après une école d'ingénieur. C'est sûr que si on s'imagine qu'on est un chercheur dans un laboratoire, ça va peut-être pas attirer tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas que ça derrière une école d'ingénieur. On peut travailler dans la finance, on peut travailler dans plein de choses. Donc, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui ont eu ces parcours-là et qui finalement leur montrer il y a un champ d'action très large, ou une école de commerce. Alors, c'est un peu plus classique au sens, l'école de commerce est très généraliste, donc on va aussi bien sur de la finance que sur du marketing que sur de la vente. Mais même les écoles d'ingénieurs, c'est très large. Et c'est vrai que naturellement, un jeune n'a pas obligatoirement cette vision. Cette Non, vision. Moi-même, à l'époque, j'ai des copains qui ont fait Centrale, je pensais pas qu'ils pouvaient finir dans la finance. Voilà. Et pour autant, ils sont dans la finance. Donc on voit bien que. ouais, et après, on se donne des armes et ensuite on saisit les opportunités. Exactement. Après, ça c'est toute la carrière, c'est de savoir saisir ses opportunités. Et on est tous acteurs avant tout de sa propre carrière. Voilà. Donc, il faut savoir être lucide, il faut savoir être pragmatique et il faut savoir se donner les chances
se créer les opportunités. Je pense que c'est ça aussi. Tout à fait. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. À très bientôt et puis bon investissement chez Ross. Continue le développement de cette belle société. Avec plaisir. C'est fini?